Bonjour, mardi. Regardez ma nouvelle table, elle est pas belle? Je suis déjà installée pour travailler ce matin. Là, hop, j'ai mis ça quand même pour protéger. Voilà, bon bah il fait encore bien beau aujourd'hui. On va profiter de cette nouvelle petite table pour travailler. Hello les amis, aujourd'hui on est mercredi, je viens enfin vous parler, on est là il est 18h presque, je termine la journée avec les derniers rayons du soleil, j'en profite parce qu'apparemment le reste de la semaine et la semaine suivante surtout il va pleuvoir, donc voilà, je prends un maximum de vitamine D. Vous savez que moi j'adore le soleil, je suis vraiment une fille de l'été. Bref, je viens vous parler un petit peu de mes lectures. Donc ma dernière lecture c'était le retour à Whistle Stop de Fanny Flagg. Donc c'était la suite de Beignets de tomates vertes qui vient juste de paraître aux éditions du Cherche Midi. Et j'ai adoré cette suite. Vraiment, j'aurais pu les enchaîner parce que la plume et le style n'ont absolument pas changé entre les deux romans. Et pourtant il s'est passé, je crois, 20 ans entre la sortie des deux. Du coup ici on va retrouver un certain nombre de personnages, au moins dans les souvenirs qui y sont racontés, parce que bien sûr les années ont filé. Donc on a comme personnage principal notamment Bud, qui dans le premier tome est un petit garçon. Ici c'est un grand-père et bien sûr sa fille qu'il a nommée Ruthie. Voilà, on va suivre évidemment les enfants de chaque personnage, les petits-enfants, les allers-retours dans le passé, etc. Il y a une happy end qui est juste trop mignonne, hyper émouvante. Voilà, donc j'ai adoré cette lecture, c'est vraiment une petite lecture cocooning. On parle, donc on est dans l'Alabama. Et on retourne sur les traces du Whistle Stop Café, qui était un café qui appartenait à deux jeunes nanas qui faisaient beaucoup de bien autour d'elles, et il y a toute l'histoire des personnages qui gravitent autour de ces femmes, de cette ville, de ce village, etc. Donc si vous ne connaissez pas encore Fanny Flagg, et je vous conseille fortement le tome 1 qui est Beignets de tomates vertes, et si vous avez aimé Beignets de tomates vertes, n'hésitez pas à aller sur celui-ci parce que franchement il est au top du top. Je l'ai adoré. Bref, voilà, donc ça c'était ma lecture terminée hier. Du coup je reprends la lecture de Médusa. Je vous en ai parlé dans un ou deux carnets de bord, ça fait un moment que je l'ai commencé cette lecture de Jennifer Deneff. Il me reste 90 pages, même pas 80 pages. Je suis encore mitigée dans cette lecture, je n'aime toujours pas le style d'écriture. L'histoire commence à être un petit peu à partir un peu dans tous les sens, donc je sais pas si je vais complètement lire la fin ou si je vais la lire en diagonale, j'en sais rien encore. Voilà, là j'ai repris, j'ai lu 25 pages tout à l'heure. Je vous dirai ça. Donc je vais partir dans l'autre sens, c'est-à-dire que aujourd'hui j'ai été chercher la nouvelle édition Cranford, qui est la locataire de Whitwell Hall, où moi j'ai la recluse du manoir de Whitwell Hall, où on a la dame du manoir de Whitwell Hall. Enfin bref, ce titre a été traduit dans plein de façons différentes, de Anne Brontë bien sûr, et le prochain c'est Lady Susan et les Watson, donc de Jane Austen. Ah non, il y a Sandition aussi. Donc c'est 3 nouvelles de Jane Austen rassemblées en un seul tome. Donc évidemment celui-ci je ne vais pas le louper. Voilà, donc je le rangerai tout à l'heure proprement dans ma bibliothèque. Bref, du coup j'ai reçu 3 livres et j'ai été chercher un livre que l'une d'entre vous m'a envoyé, m'a vendu plutôt sur internet, puisqu'elle pensait que ça allait me plaire. Il s'agit des Grands Procès et celui-ci c'est Marie-Antoinette. L'édition est superbe. Je vous montre un peu comme ça. C'est pas vraiment du cuir, on dirait. C'est une imitation cuir en fait. C'est une édition un peu moderne, style ancien. Je sais pas comment vous dire. Donc c'est pas vraiment un ancien livre, c'est un livre très moderne. Enfin très moderne. Il n'y a pas la date de publication ni le titre de l'auteur. Les Grands Procès, préface présenté par Claude Bertin, donc peut-être que c'est Claude Bertin. Voilà, il a été publié en 95. C'est très très joli, donc c'est sur Marie-Antoinette, le Grand Procès. Voilà, donc je trouvais que l'objet livre était très joli, donc j'étais contente qu'elle ait pensé à moi en me proposant de lui racheter celui-ci. Ensuite on reste dans les reines de France. Il y a celui-ci qui vient juste de sortir, ou qui va sortir je pense. J'ai peut-être pas
le papier, mais je crois qu'il est sorti ou qu'il sort cette semaine, donc quand vous aurez cette vidéo il sera déjà paru. C'est le tome 5, si je dis pas de bêtises, des enquêtes de Léonard et Rose, voilà c'est ça. Donc ça s'appelle Au service secret de Marie-Antoinette, qui est une saga Cozy Mystery à l'époque de Louis XVI, donc puisque Marie-Antoinette est la personne qui va missionner Rose et Léonard, qui sont respectivement sa modiste et son coiffeur, et elle va les charger d'enquêter sur plusieurs histoires un peu rocambolesques de la cour, de plein de choses, des choses qui ont disparu, des bijoux, des machins, et c'est très drôle, moi j'aime beaucoup. Du coup c'est Frédéric Lenormand l'auteur, et là ce tome 5, je crois que c'est le 5, c'est La Reine se confine. Alors c'est drôle comme titre parce que je pense que c'est très actuel. Du coup je crois que c'est juste parce qu'elle a la rougeole en fait, ou un truc dans le genre. J'essaie juste de voir quels sont où sont les premiers tomes. Il n'y a pas noté. Peut-être à la fin. Voilà, c'est ça. Alors, l'enquête du Barry, c'est le premier. Pas de répit pour la reine, c'est le deuxième. La mariée était en rose Bertin, c'est le 3. Et la femme au pistolet d'or, c'est le 4. Moi, j'ai lu le 1 et le 2. Mais apparemment, celui-ci peut se lire... Enfin, ils peuvent tous se lire indépendamment. C'est juste simplement qu'il est intéressant quand même de commencer par le premier. Tout simplement pour rencontrer, en fait, au moins pour la première fois, Rose et Léonard. Et de connaître, de se remettre un petit peu dans la rencontre avec la reine, bien sûr. Et comment ils vont devoir jouer un rôle dans ces petites enquêtes. Moi j'adore. Normalement on devrait le lire, je sais pas si je peux m'avancer, mais normalement on devrait le lire avec Mag, donc du triple L de Mag, celui-ci peut-être au mois de mai. Donc si j'arrive à lire les deux précédents aussi, ça serait le top du top, mais bon, je vais pas trop m'avancer. Voilà pour aujourd'hui. Que vous dire d'autre? Eh bien, je vais retourner à ma lecture de Médusa. J'espère quand même le terminer ce soir. Sinon, je le finirai en diagonale parce que c'est pas une lecture qui m'aura vraiment marqué. C'est dommage. Je trouvais que le sujet, le synopsis, il y avait vraiment beaucoup de potentiel, mais ça le fait pas. Voilà, ça le fait pas. Enfin, ça le fait pas. Parfois il y a des regains, il y a des passages qui m'intéressent beaucoup et je trouve ça génial, et après il y a d'autres moments où je lève les yeux au ciel et je me dis mais c'est pas possible. Bref, voilà, je vous dirai ça. En tout cas aujourd'hui on est le dernier jour de mars, je crois. Oui, on est le 31 mars, donc potentiellement c'est ma dernière lecture du mois. J'en ai lu 10, donc ce serait le 11e livre du mois. J'ai aussi terminé la BD Sacrée sorcière de Roald Dahl, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très drôle et très mignonne. Et ensuite, à partir de demain, j'attaque les lectures du mois d'avril. Donc, logiquement, nous lisons au mois d'avril Marie-Antoinette de Stefan Zweig sur tout le mois. Donc, on a des groupes de discussion et on a échelonné ça sur tout le mois. Donc, ça, c'est assez cool. Et sinon, ensuite, je vais lire La promesse d'Edna du Club Fleuve. Et ensuite, La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. Voilà, en tout cas vous retrouvez toujours mon planning de lecture, enfin je dis toujours, non c'est très nouveau, je vous publie mon planning de lecture sur ma page Instagram et vous le retrouvez dans les mises à la une sous l'énoncé planning tout simplement. Donc voilà, pour l'instant j'ai publié celui d'avril, chaque livre a une date. Donc si vous êtes intéressé pour une lecture, n'hésitez pas à me demander la date et je vous rajouterai éventuellement au groupe de discussion qui est déjà créé. Voilà, je profite de mes derniers instants au soleil pour lire encore un petit peu quelques pages et ensuite voilà, c'est la fin de la journée. Je vous retrouve plus tard. Hello, aujourd'hui j'ai reçu un nouveau paquet. Je crois savoir ce que c'est. Bon, je pense que je vais l'ouvrir et revenir après. Je suis beaucoup trop contente, merci Benoît. J'ai reçu la version définitive de Petite. J'ai pas eu le temps de la lire en épreuve non corrigée, mais c'est pas grave, je la donnerai à une amie. Et ce livre est juste magnifique avec toutes les illustrations de l'auteur. Je dois le lire ce mois-ci, donc je crois que je l'ai prévu autour du 22-23.
avril. Il vient de sortir, il est sorti aujourd'hui je crois, le 1er avril de mémoire. Ouais c'est ça. Et c'est de Édouard Carré, bien sûr, aux éditions Cherche Midi. J'adore la couve. C'est l'histoire en fait de Madame Tussaud. Comment Anne-Marie est devenue Madame Tussaud au fil du temps. C'est une petite orpheline. Et ça se passe donc en 1767. Voilà, si jamais vous avez envie de lire le résumé. En tout cas, j'ai beaucoup trop hâte. Et cette édition et cette couve sont beaucoup trop belles. Trop contente. Merci Benoît. Hello, aujourd'hui on est jeudi et du coup j'ai reçu un paquet donc aquarelle, manifestement ce sont des fleurs et donc ça vient de la part d'une maison édition. Donc j'ouvre ça avec vous parce que c'est trop canon. Par contre les colis sont hyper bien étudiés. C'est beau. Comment ça marche? Il doit y avoir un moyen, non? On fait bac plus 5 pour ouvrir le carton, quoi. Donc, tout d'abord, on a des très jolies petites fleurs violettes. Donc, là, on a un petit papier de la part d'Aquarelle. Donc manifestement ce sont des tulipes. Je vous montre. C'est beau hein. Et donc bien sûr dans le paquet il y a un autre paquet qui est un livre. Donc c'est la box fleurie de chez Pygmalion. Donc Aquarelle et Pygmalion. Donc au menu on a une brassée de tulipes. Et le nouveau livre Pas de pissenlit pour le cadavre par Andrea H. Jape en avant-première et d'autres surprises fleuries. Donc j'ai un petit mot de la part de Pygmalion et bien sûr les livres très bien emballés. Donc c'est parfait pour cette journée ensoleillée. Ah là là, il y a plein de petites choses. Un petit crayon. Un petit carnet de notes, j'adore. Je vais caler ça sinon ça va s'envoler. Le petit marque-page de la couverture. Et bien sûr, ça a l'air trop bien, je crois que c'est un Cozy Murder. Pas de pissenlit pour le cadavre. La couve elle est trop fun. Donc par politesse, il y a des gens qu'on reconduit à la porte pour être sûr qu'ils s'en vont. Malheureusement, c'est le plus compliqué avec des cadavres. Manifestement, oui. Alors, Chloé et Louise ont peu de choses en commun, mais l'amitié qui les lie est indéfectible. Après un douloureux divorce, Louise a décidé de devenir fleuriste. Et si Chloé est dentiste, c'est avec un plaisir qu'elle consacre ses après-midi à aider son amie. Ça la change des molaires, c'est sûr. Jusqu'au jour où une surprise macabre les attend dans l'arrière-boutique. Un type très très mort au milieu des branches d'amandier. Pas de panique, les innocents ne vont pas en prison. Mais lorsque les preuves commencent à s'accumuler contre nos deux héroïnes, le calme n'est plus de mise. Je trouve ça hyper fun. Comme vous savez, moi je travaille dans le milieu de la fleur et du coup en fait les fleuristes ce sont mes clients et donc je côtoie vraiment ces gens-là et je trouve ça hyper drôle d'avoir un Cozy Murder sur des fleuristes qui sont potentiellement incriminés contre leur volonté. Donc je suis hyper contente. Je remercie beaucoup Pygmalion et du coup bah encore plus pour ce superbe bouquet de tulipes. Donc Aquarelle, c'est super. J'ai trop hâte de m'y mettre. Ça a l'air hyper léger en plus. C'est pas très long, un peu plus de 300 pages. Donc merci beaucoup. Et je connais pas cet auteur, Andrea H. Jape. Est incontestablement l'une des reines du polar sous toutes ses formes. Ses romans sont traduits dans le monde entier. Alors moi je connais pas cet auteur, donc je sais pas ce qu'elle a écrit, mais manifestement c'est pas son premier. Donc à voir. En tout cas je suis trop contente. Merci beaucoup. Hello les amis, aujourd'hui on est vendredi. Oui, on est vendredi. Du coup je viens vous parler un petit peu en cette fin de journée. Là il est presque 18h, il n'y a plus trop de soleil, il commence à faire frisquer. Du coup je voulais vous parler de mes lectures et de mes réceptions. Alors d'abord hier j'ai terminé Le Bel Obus que j'ai lu de Guillaume de Fonclare aux éditions Court Toujours.
c'était très sympa. En fait, c'est l'histoire d'un obus durant la Première Guerre mondiale qui prend la parole sur sa vie d'obus et son but dans la vie. Et à côté de ça, il y a, je crois, il s'appelle Émile. Je me rappelle déjà plus. Oui, Émile. À côté de ça, il y a Émile qui est un jeune homme qui est en Lorraine et qui est du coup de nationalité allemande, mais qui va se battre pour la France pendant la guerre. Et du coup, en fait, il y a deux discours. Il y a celui du soldat et celui de l'obus. Et c'était vraiment très bien écrit avec beaucoup de poésie. Alors, je peux pas vous en dire beaucoup parce que le livre fait 80 pages, hein, donc c'est vraiment un tout petit livre. Mais il y a une certaine poésie en fait dans l'idée que se fait l'obus de son but, de l'objectif qu'il a dans la vie et donc de pourquoi il a été créé, qui est de détruire, qui est de briser les hommes. Il comprend pas pourquoi son but va échouer parce que il va pas arriver à exploser en fait durant son vol. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais quand on va envoyer l'obus, voilà, il va y avoir un défaut de mécanisme qui fait qu'il va pas pouvoir exploser et détruire. Et donc en fait sa trajectoire de vie a été bousculée et il va rencontrer Émile, qui lui est un soldat qui va se battre pour la paix plutôt et pas pour le mal. Et après ça va se passer de génération en génération et l'obus aura toujours cette histoire avec Émile qui va le poursuivre en fait. Et j'ai trouvé que c'était assez rigolo comme point de vue et effectivement, alors déjà moi je voyais pas franchement ce que c'était un obus, enfin oui je vois l'image, mais à la fin en fait du livre vous avez des explications sur ce qui est vraiment un obus et comment ça se passe voilà, dans les usines, etc. Donc j'ai trouvé ça déjà super intéressant. Et en fait la morale, il y a une lueur de morale quand même dans cette histoire et je peux pas trop vous dire parce qu'il est tellement court, mais c'était assez poétique et je trouve que réussir à mettre de la poésie sur un obus pendant la guerre, c'était très fort. Donc voilà, j'ai passé un agréable moment avec Guillaume de Fonclare. J'aime pas trop l'illustration de la couverture, je trouve qu'elle correspond pas du tout à la poésie du livre. Au contraire, je pense qu'une image comme il y a eu à la fin, type comme ça, aurait été bien plus cohérente avec l'histoire, mais bon. Donc ça c'était un petit livre que j'ai lu du coup le 1er avril, donc ça a été ma première lecture du mois d'avril que j'ai beaucoup aimé. Ensuite j'ai commencé aujourd'hui, enfin hier, un petit peu hier et aujourd'hui, La promesse d'Edna des éditions Fleuve que je lis que je lis dans le cadre du Club Fleuve. Ce livre est déjà paru puisqu'il est paru le 28 mars et donc là on est le 2 avril, donc du coup moi j'ai un peu de retard sur la sortie. Là je suis page 98. Donc j'ai lu un quart du livre parce que je crois qu'il fait 400, ouais, voilà 400 pages. Donc c'est l'histoire de Edna qui est une personne âgée de 90 ans qui est manifestement une italienne allemande. Enfin voilà, de sang mêlé comme il l'appelle, qui a été un enfant traumatisé par la guerre et qui était à Ravensburg dans une ferme où elle était enfant esclave en fait, et donc là elle a 90 ans et elle se souvient de cette vie là et en ouvrant un journal, un quotidien qu'elle regarde tout le temps, elle naît un homme parce qu'il a une cicatrice, parce qu'il a voilà un regard particulier, et cet homme c'était un enfant de la ferme avec qui elle s'entendait plutôt bien, qui l'avait aidé à s'échapper, et du coup voilà, ça fait des années et des années qu'elle ne l'a pas revu et elle va tenter un périple pour essayer de retrouver cet homme et de recoller un petit peu les morceaux de leurs histoires. Donc on ne sait rien quasiment sur cet homme, mais en fait on le connaît à travers les souvenirs d'Edna, de son enfance, de la vie qu'elle a construite depuis, et sur cette route ça va pas se passer comme prévu. Il va y avoir plein d'obstacles, des embûches, des rencontres aussi. Donc voilà, pour l'instant j'ai lu même pas 100 pages, donc je pense qu'il va encore se passer beaucoup de choses dans les 300 pages suivantes. Il y a beaucoup d'avis mitigés sur ce livre dans le Club Fleuve. Je crois que je suis la dernière à le lire.
je suis un peu à la bourre, mais en mars j'avais vraiment beaucoup trop de choses à lire. Et les avis sont un peu mitigés, voire pas top. Donc j'y vais un petit peu avec des pincettes. Pour l'instant, c'est une lecture agréable. Voilà, pas transcendante, c'est clair, mais agréable. On est sur du souvenir, sur une espèce de quête de soi, quête du passé. Donc voilà, je me laisse porter encore par cette petite histoire. Si ça continue comme ça, bon bah ça marquera pas ma vie, mais ça reste agréable. Voilà, par contre j'avais beaucoup d'espoir sur ce livre et ouais, c'est pas hyper transcendant pour le moment, mais bon. En tout cas la couverture est très jolie, l'illustration est très sympa. Donc ça c'est ma lecture en cours. Sinon deux autres lectures en cours que je n'ai pas commencé mais dont j'ai préparé les découpages parce que je compte lire des parties, donc dimanche, chaque dimanche du mois d'avril. Donc c'est d'abord Marie-Antoinette de Stéphane Zweig. Donc voilà, j'ai découpé mes parties. Donc j'espère lire la première partie entre samedi et dimanche. Donc c'est les 11 premiers chapitres. Ça va être colossal parce que c'est écrit vraiment tout petit. Et il n'y a pas de dialogue bien sûr. Il y a 150 pages. Et ensuite je lis aussi avec Mag, Triple L de Mag et d'autres personnes. Les 1000 vies d'Agatha Christie. Et pareil, là, hop. J'ai fait mon petit découpage, donc je devrais lire les 7 premiers chapitres, donc à peu près 90 pages. Mais ça, c'est un peu plus, je pense, un peu plus facile à lire. Néanmoins, faites attention parce que une des lectrices de notre groupe pour ce livre nous a prévenu quand même qu'il y avait pas mal de spoil dans ce livre. Notamment avec la révélation du meurtre de Roger Ackroyd. Donc voilà, si vous n'avez pas encore lu beaucoup d'Agatha Christie, peut-être attendez un peu avant de vous lancer dans ce type d'ouvrage pour pas vous faire dévoiler la fin de l'histoire comme ça de manière impromptue, c'est pas très cool. Donc après voilà, elle est à fond, je me rappelle plus son prénom mais elle est à fond et du coup elle avance bien et elle nous dit à l'avance un peu les spoils, donc ça c'est cool. Voilà, ça c'est mes lectures en cours, donc j'en ai 3. Voilà, donc hop, c'est de lecture commune et celle-ci qui est ma nouvelle lecture en cours. Ensuite, du coup, j'ai reçu un nouveau livre. J'ai pré-ouvert parce que je me suis dit, je ne reconnaissais pas l'expéditeur et en fait, il s'agit d'un Charleston. Ça faisait un moment que je n'avais pas reçu de Charleston, je crois, depuis l'Amandière. Donc, il s'agit du prochain roman de Jodie Silver, Les 2 vies de Lydia Bird. Est-ce qu'il y a un petit papier presse? Non, même pas. Pas d'explication. Bon, donc voilà, ça c'est la couverture, elle est vachement sympa. Donc Lydia Bird, n'importe quoi. Jodie Silver, c'est celle qui a écrit Un jour de décembre, qui est une comédie romantique de Noël, qui a pas mal fait parler d'elle, que j'ai dans ma palle, que je devais lire cet hiver et que j'ai pas lu, forcément. Et là, ça avait l'air plutôt sympa. Ah, c'est elle l'autrice. Alors, je vais voir les avis des lectrices, s'il y en a. Il n'y en a pas. Ah, si, là. Oh. Donc il y a Adelina, Alexandra, Christelle, Laura, Léa et Aurélie qui ont donné des avis assez sympas. Une histoire époustouflante et magique à la fois pour Léa. Quelle histoire bouleversante, j'ai adoré, un hymne à l'espoir, à l'amour et à la compassion par Aurélie. Bon, bah, ça a l'air sympa. Comment continuer à vivre quand on a perdu son âme sœur? Lydia et Freddy, 10 ans d'un amour fou que Lydia croyait indestructible avant qu'un terrible accident de voiture ne lui arrache l'homme de sa vie. Le cœur en miettes, Lydia se laisse sombrer. Jusqu'au soir où un véritable miracle la sort de sa torpeur. Après avoir pris un somnifère, elle se réveille aux côtés de Freddy, bien vivant. Alors Lydia se met à vivre pour ses nuits, pour profiter de cette seconde chance dans un monde artificiel où elle vole les instants magiques qui auraient dû être les siens. Mais jongler entre deux réalités a un prix et Lydia s'éloigne chaque jour un peu plus du monde des vivants. Pourtant, dans le monde réel où elle apprend à vivre sans Freddy, tout est encore possible à condition qu'elle décide d'y rester. Porté par la plume délicate et tendre de Jodie Silver, un roman puissant et bouleversant sur les choix que la vie nous offre. Ouais, ça me fait penser à un autre roman que j'ai déjà lu et qui se passe exactement comme ça. C'est quoi déjà? Je sais plus, mais j'ai déjà lu ce scénario, ce type d'histoire. Ça vous dit quelque chose aussi? Je sais pas. En tout cas, la couverture est très jolie. On dirait un feel good, mais je pense pas que ce soit vraiment un feel good.
Il a pas l'air super long. 440 pages quand même. Donc voilà, une prochaine lecture sympathique de chez Charleston. Leurs couvertures sont bien plus sympas depuis qu'ils ont enlevé le bandeau là, rouge, mais qu'ils ont gardé ce bandeau coloré là sur les tranches, sur les dos. Voilà, donc ça c'était ma réception, je n'ai reçu que ça, c'est très bien, ça suffit. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Bah écoutez, ce week-end je vais essayer de lire un petit peu, mais comme c'est le week-end de Pâques, je sais pas trop ce qu'on va faire, ce qu'on va pas faire, etc. Donc je sais pas trop comment ça va s'articuler au niveau de mes lectures. J'aimerais bien terminer La promesse d'Edna pour pouvoir commencer La Dame de Reykjavik, je crois, que je commence lundi. Voilà, et voilà, c'est tout. Moi, j'espère que vous allez bien de votre côté. Voilà, moi je vais retourner à ma lecture, dans mon œuf de lecture, parce que je me suis fait un cadeau. J'étais pas très bien mercredi. J'étais pas très bien, j'ai appris une mauvaise nouvelle, du coup j'étais pas super bien. Et je me suis offert un cadeau, voilà, pour aller mieux. C'est une très mauvaise excuse, je sais, mais ça m'a fait beaucoup de bien au moral d'ailleurs. Et du coup je vais vous montrer, je me suis acheté un œuf de lecture. Donc un œuf de lecture, ça ne veut rien dire, mais en gros c'est un fauteuil en forme d'œuf où je compte passer des heures à lire. Et donc voilà. Donc pour l'instant j'ai réussi à y passer quelques temps, mais pas encore assez. Donc ce week-end je pense que je vais y travailler. Je vous montrerai ça. Voilà mon œuf de lecture. Il est pas beau mon œuf de lecture. Donc on doit encore bien nettoyer le jardin, mais en attendant, ça promet. C'est hyper moelleux. Donc me voici actuellement dans mon œuf de lecture avec mon livre. Ça promet des moments fort agréables. Ce petit balancement là. Ça va être trop bien cet été. Bon, je vous laisse, je vais lire encore un peu avant qu'il fasse trop froid. Ensuite, je rentrerai, prendre un petit goûter. Quoi qu'il est déjà 18h, faudrait peut-être que je prenne un goûter maintenant. Ou pas du tout. Et que j'avance encore un petit peu mon livre. J'aimerais bien arriver au moins à la page 200-220. Comme ça, demain, j'essaye de le terminer. Je sais pas si je vais arriver ou dimanche, voilà. Ou lire 100 pages samedi et 100 pages dimanche, selon mes occupations. Voilà. Bon les amis, je vous parle depuis mon bain. J'ai lu déjà, je sais pas où j'en suis, ah oui, page 109, voilà, je suis au chapitre 17. J'avance tranquillement dans ma lecture de La promesse d'Edna. J'aime bien pour le moment. C'est à peu près, c'est assez gentillé, c'est assez touchant, très peu vraisemblable parce que la personne a 90 ans et qu'elle crapahute un peu partout, donc c'est manifestement pas très vraisemblable, mais c'est très sympa. Et en plus il y a un petit perroquet dans l'histoire, et là on peut voir c'est la petite mamie Edna qui est sur la route, du coup qui l'amène à son passé avec une quête du passé, et voilà. Donc je continue ma petite lecture. Voilà. Hello, aujourd'hui on est lundi et comme c'est férié, même si je travaille quand même un petit peu, j'en profite pour répondre à tous vos commentaires YouTube que j'ai en retard. Voilà, je me suis fait un petit thé jasmin. Là, il y a mon agenda, ma lecture en cours. Et je prends un peu de temps, il est 9h, comme ça j'avance un peu sur vos commentaires. Hello les amis, alors aujourd'hui on est lundi, je viens conclure ce carnet de bord ici. En guest on a de mes petites tulipes reçues dernièrement. Donc je voudrais vous parler de mes lectures du week-end. J'ai terminé en diagonale La promesse d'Edna de
Romina Casagrande. Aux éditions Fleuve, c'était notre lecture du Club Fleuve du mois de mars et ça l'a pas du tout fait. Le fond de l'histoire était vraiment génial, mais par contre la vraisemblance, ouais, c'était pas du tout vraisemblable, c'était pas du tout réel. Du coup j'ai un petit peu lâché, j'avoue, il me restait 150 pages et j'en pouvais plus. Je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter, pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais quand est-ce que ça va devenir vraiment cohérent. Voilà, donc du coup on va suivre en fait Edna, donc la promesse d'Edna, donc Edna qui est une vieille personne de 90 ans, donc c'est précisé, hein, elle a plusieurs fois, c'est bien, notez bien, 90 ans, qui a été malheureusement une enfant vendue par sa famille dans les années 40 pour être un enfant en fait utile à la ferme, à une ferme qui est du côté allemand. Donc en fait elle était italienne et elle a été vendue du côté allemand. Donc en fait aujourd'hui elle a 90 ans et elle se souvient et elle se rappelle de plein de choses de cette enfance terrible où elle a pu s'échapper avec un perroquet, donc un petit perroquet qui s'appelle Émile. Et en fait, pendant tout ce livre, elle va faire une quête et elle va essayer de retrouver Jacob, un enfant qui l'avait aidé à s'enfuir et à s'en sortir en fait quand ils étaient ensemble à la ferme comme enfant esclave, hein, faut être clair, c'est un petit peu ça. Et donc elle revient sur tous ses traumatismes et en même temps elle fait une quête pour retrouver ce petit garçon parce que ce petit garçon c'était le propriétaire du perroquet et manifestement on comprend que Edna est partie avec le perroquet et alors qu'elle a laissé le petit garçon sur place. Et donc il y a une espèce de regret et de remords de la part de cette vieille dame qui y a pensé pendant toute sa vie et donc du coup elle reprend le chemin de la ferme. Où manifestement ce Jacob, ce papy, hein, parce qu'il doit être aussi vieux qu'elle, est à l'hôpital et elle a vu son annonce, son nom dans le journal. Parce qu'il est arrivé quelque chose, il a été nommé dans le journal. Donc elle se dirige vers cet hôpital, sauf qu'elle décide de faire son périple à pied, avec la cage donc de son perroquet, sur une petite valise. Et il y a genre 300 km ou un truc comme ça. Et alors elle va faire ce périple à pied dans les montagnes. Et c'est là que plus rien ne tient dans cette histoire, c'est que il va lui arriver des tas de choses, hein, bien sûr. Hein, il va y avoir plein d'obstacles à son périple. Elle va rencontrer de nombreuses personnes très bienveillantes qui vont l'aider à la construction de cette quête et à arriver à son but. Mais je n'ai jamais vu une personne de 90 ans qui va marcher dans la nature, dans la montagne, se blesser, dormir dans une tente, dormir à la belle étoile, dans le froid, sans veste, sous la pluie, enfin, en plus de tirer une valise. Non mais, les amis, moi j'ai 26 ans, je le ferai jamais et je veux dire, au bout de 2 jours, je serai pleine de courbatures, j'aurai envie de pleurer et de rentrer chez moi. Donc comment cette mamie de 90 ans, c'est répété plusieurs fois, elle a 90 ans, je pense que l'auteur ne sait pas ce que c'est qu'une personne âgée de 90 ans. Elle va faire tout ce périple, c'est pas une allégorie, c'est vraiment raconté comme ça, c'est-à-dire qu'à la fin, il n'y a pas une allégorie qui dit, bah voilà, c'était une image. Non, c'est pas du tout une image, c'est pas une parabole, elle a vraiment 90 ans, la vieille, et elle s'en sort de ouf, elle a rien, quoi. Moi j'ai 26 ans, je serais morte au bout d'une demi-heure, en plus d'être morte de trouille, de me retrouver chez des gens, chez des bikers, chez des peace and love, enfin mais des histoires rocambolesques. Donc le fond est génial parce qu'en fait c'est une quête, en fait c'est un retour sur le passé, c'est une quête d'acceptation, c'est vraiment une recherche de l'amour, une recherche de plein de choses. Le fond est génial, les rencontres qu'elle va faire sont nécessaires à la construction de l'histoire, donc ça c'était top. Mais c'était irréel, c'est pas du tout vraisemblable, enfin... ôtez-moi du doute quand même. Je sais pas si vous avez des grands-parents, mais 90 ans, non. Après j'aimerais bien, hein, sincèrement j'aimerais bien, mais... j'y crois pas. Bref. Tout ça pour dire que cette histoire, ça ne l'a pas fait, voilà, vous l'avez compris. J'ai terminé en diagonale et malheureusement, bah, tout notre club de lecture, je crois qu'on a été toutes convaincues que c'était pas le top, puisque je crois qu'on l'a toutes lu à la fin en diagonale. Donc c'est pour dire que c'était pas un cas à part, c'est vraiment... Voilà. Malheureusement, ce livre... ça l'a pas fait, mais je pense que la prochaine lecture du Club Fleuve, qui est donc le roman de Karen Ponte, dont je connais bien la plume, j'ai lu plusieurs livres d'elle que j'apprécie beaucoup, même si dans son livre de Noël, je vous en avais parlé, il y avait quelque chose qui m'avait un peu froissé, c'était quelque chose de très personnel.
Non, néanmoins, j'aime beaucoup ce que Karen Ponte écrit et j'aime beaucoup sa philosophie de vie, j'aime beaucoup cet auteur que je suis sur les réseaux sociaux. Donc je pense que le prochain livre du Club Fleuve sera bien meilleur. En attendant, du coup, j'ai commencé ma lecture de Stefan Zweig, Marie-Antoinette. Donc vous savez, j'avais fait le petit découpage sur 4 semaines puisque c'est une lecture commune que nous faisons sur Instagram. On est plus de 45 personnes à lire ce livre, je trouve ça génial. Donc moi j'en suis à la page 50, je suis la mauvaise élève de l'histoire. En plus c'est moi qui ai lancé la lecture commune et c'est moi qui suis à la bourre. Donc en gros en fait la première partie on s'était dit d'arriver à la page 155 pour ma version, hein, moi j'ai la version Grasset les cahiers rouges et j'ai lu 50 pages donc voilà clairement je suis à la bourre. Mais c'est pas grave, en fait on va retrouver vraiment l'histoire avec un grand H de la reine Marie-Antoinette depuis sa tendre enfance. En fait au tout début du livre, Stefan Zweig nous raconte un petit peu son enfance, nous raconte Marie-Thérèse d'Autriche, sa mère, les liens qui ont été tissés entre les Habsbourg et la France quoi. Donc du coup c'est vrai qu'il y a toute cette histoire politique qui se met en place, le rôle qu'a pu jouer Marie-Antoinette. Elle est arrivée à 14 ans en France, comment elle est arrivée, comment elle passe la frontière, comment elle est perçue par les Français, etc. Et en fait c'est toute son entrée dans la vie de reine. Donc voilà, au début du livre je crois qu'elle a eu 10 ans et voilà, moi j'en suis au tout début hein, donc je vais pas m'avancer, mais malgré l'écriture qui est horrible hein, je vous dis, cette mise en page est juste horrible. Malgré ça, ce livre est magnifique. La plume de Zweig nous embarque dedans, mais j'ai l'impression d'être à la cour, quoi. J'ai l'impression d'attendre Marie-Antoinette. J'y suis, quoi. Je la vois, je la visualise, je sens l'ambiance. C'est magnifique, donc c'est superbement écrit. Donc je me régale. Voilà, c'est ma lecture en cours d'aujourd'hui, on va dire. Je vais essayer d'avancer et de lire au moins ma partie de la semaine dernière de ma semaine dernière et ensuite je commence une nouvelle lecture qui est La Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson que je lis en lecture commune avec Sophie du Café et des Livres et plein d'autres personnes qui nous ont rejoints aussi sur ce groupe de lecture. Donc voilà, vous voyez j'ai un paquet à déballer, je vais commencer un nouveau carnet de bord et le déballer ici. Entre temps je me suis fait un petit thé alors dans mon mug. Et peut-être que ça vous intéresse, mais en fait j'ai trouvé chez la marque Puka. En fait c'est du thé en sachet, mais c'est du matcha. C'est du thé vert matcha. Donc je sais pas si vous verrez très bien ce que je vous montre. Mais je sais que vous avez été hyper nombreuses à m'envoyer des messages concernant le matcha en me demandant mais quel goût ça a exactement, etc. En ayant un peu peur de se lancer. Ça peut être une alternative si vous voulez acheter plutôt le thé en sachet de chez Puka. Ça vous donne un petit aperçu de ce qu'est le goût du matcha comme thé japonais. Et ensuite vous savez que j'ai mis sur Instagram en IGTV ma recette du matcha latte. Voilà, bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je voulais vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sur mes 2 dernières vidéos, notamment celle où j'avais pas trop le moral suite aux annonces du gouvernement. Vous avez été adorables et oui je vais beaucoup mieux et je profite pleinement du printemps. Là je ne vous parle pas dehors au soleil parce qu'il fait très beau hein, mais simplement c'est parce que j'ai mon jardinier, j'ai le jardinier qui taille les oliviers et du coup voilà c'est un peu délicat de parler livres à côté. Mais voilà, je vous reprendrai au soleil très bientôt. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez trouvé des inspirations, des idées de lecture, des livres qui vous auront fait envie. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres que j'ai montrés, que vous avez déjà lus, aimés ou pas aimés. On est là pour en discuter. En tout cas moi je vous retrouve dans un prochain carnet de bord et en attendant je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end, de très belles lectures et je vous dis ciao. Soft and loud.